On est en ligne, c'est bon. On démarre? Oui, vas-y. Eh bien, bonjour à tous. En fait, ravi d'être avec vous aujourd'hui dans cette exposition, troisième édition de l'exposition du Cambrétanque de Fléquières, donc dans le Nord. Nous sommes là pour la suite de ce diorama que nous avons commencé l'année dernière et nous avons avec nous cette année les internautes qui peuvent nous suivre sur la chaîne Patreon des Chroniques du Blindage. Donc, bonjour à vous. Et bonjour au public assez nombreux aujourd'hui. Là, je vois, je suis un peu intimidé. Il y a du monde jusqu'au fond de la salle. Donc, pour suivre cette nouvelle démonstration sur la construction d'un diorama qui s'étale, donc, comme on l'a vu, sur plusieurs années. Chaque année, pendant l'édition du concours et de l'exposition du Cambrétanque 1917, je fais une partie de ce diorama qui est consacré à un Mark IV. Et cette année, nous allons voir la mise en peinture des éléments d'architecture ainsi que la réalisation des débris autour d'une ruine. Donc, comment on peut arriver à réaliser des dégradés sur des éléments en briques et en pierre et comment, après, on réalise tout ce qui est donc gravat, donc savoir quel matériau on utilise, quels produits on utilise pour la colle, pour les mettre en place et pour les fixer. Et pourquoi on procède de telle façon et pas d'une autre. En tout cas, c'est ma façon de procéder. Elle peut convenir à certains. Certains ont peut-être des idées qu'on partagera à la fin de cette démonstration qui me permettront aussi d'apprendre de nouvelles choses, sans doute. Et voilà, donc en tout cas, l'idée, c'est de partager avec vous ce moment et de voir un petit peu comment je travaille habituellement. Donc, l'année dernière, on avait donc vu la construction des différents éléments. Je vais enlever le char pour vous montrer donc la création d'un diorama. Donc, on avait parlé de la composition, on avait parlé de la construction des volumes et des bâtiments, donc tous les deux avec le matériau de mousse d'isolation. Donc, pour rappel, la mousse d'isolation, c'est un produit qu'on peut trouver dans les magasins de bricolage, souvent dans la cour des matériaux, c'est-à-dire ce sont des grandes plaques de 1,20 m par 60 cm en différentes épaisseurs et qui permettent après d'être facilement taillées. C'est un peu comme du polystyrène, c'est du polystyrène d'ailleurs, mais non expansé, c'est-à-dire l'expansé, c'est celui que vous connaissez avec les petites bulles, et là, en l'occurrence, c'est du polystyrène extrudé, donc qui est complètement densifié et où la matière est homogène. Et donc, voilà, donc on peut graver, on peut sculpter, on peut vraiment donner des formes différentes. Là, on voit sur le diorama les différents effets que j'ai pu donner, que ce soit sur l'architecture avec les différents niveaux de pierre et les moulures qu'on peut retrouver sur l'arche de la fenêtre. On peut donc aussi réaliser, comme je le montre là, des colonnes, en fait, qui peuvent, voilà, enfin, c'est une mousse qui peut se décliner en plein de formes différentes qui est facile à sculpter, facile à poncer et qui est légère. Donc, c'est bien aussi pour nos dioramas. Donc, je disais l'année dernière, donc, on avait évoqué donc, les volumes, la composition et la fabrication des différents éléments en mousse. Cette année, donc, je vais vous montrer comment les peindre et comment après réaliser tous ces gravats qu'on met autour des ruines, notamment. Donc, on va commencer par la mise en peinture des éléments d'architecture. Donc, plutôt que de partir sur les éléments du diorama, ça aurait pris trop longtemps de vous présenter pas à pas la mise en peinture, parce qu'elle s'étale quand même sur quelques heures. Là, comme on a un temps réduit, on va faire ça en aparté. Donc, j'ai préparé plusieurs pièces. Donc, j'ai préparé une colonne, donc toujours, comme je le disais, en mousse, qui est légèrement texturée, comme je l'avais montré l'année dernière, avec différents grains de papier abrasif, de toile émery, en fait, qui sont pressés sur la mousse et qui permettent de donner cette espèce de, je ne sais pas si on voit bien à l'image, mais de relief, en tout cas, de grains de pierre, en tout cas. Et je suis venu également avec un modèle, en fait, de briques et de pierre de taille, en fait. Donc, les briques, on avait vu aussi comment les réaliser, c'est-à-dire qu'avec un cutter, on trace les lignes horizontales, puis après les lignes verticales, en respectant l'échelle. Là, en l'occurrence, au 35e, ça fait des briques qui font à peu près
8 mm de long sur 2,5 d'épaisseur. Donc voilà, après, je sais qu'il y a des briques qui sont plus ou moins standardisées, d'autres qui sont plus larges, etc. Bon, on part sur une brique standard en fait, de la région, puisque ce diorama se passe dans la région Nord-Pas-de-Calais, pendant la bataille de Cambrai en 1917. Donc voilà. Donc en fait, bon, pour les briques, on a vu le principe pour les pierres, c'est comme pour la colonne, c'est-à-dire c'est des blocs de mousse qui ont été structurés avec une lame de cutter et qui ont été après texturés avec la toile emery pour donner du relief à la pierre. Donc aujourd'hui, on va voir comment on les peint. Donc je vais vous montrer ça. Je vais juste déplacer le diorama parce que je vais passer la couche d'après en utilisant des bombes aérosols. En fait, pourquoi des bombes aérosols? On peut travailler au pinceau, c'est-à-dire passer un après acrylique au pinceau. On peut passer un après à l'aérographe. Moi, je travaille essentiellement, en fait, pour mes couches d'après, en tout cas, avec des bombes aérosols. Bon, je fais de la pub à Tamiya, mais c'est pour moi ceux qui sont les plus fiables et qui n'attaquent pas la mousse, en fait. La mousse, comme c'est un polystyrène, c'est assez fragile. Et j'ai utilisé des produits d'autres marques, notamment en bombe aérosol, dont le gaz propulseur avait tendance à déliter la mousse. Donc, en fait, ce n'est pas le but recherché. Donc, en fait, avec les Tamiya, je n'ai pas de souci en général. Ça m'est arrivé une fois, mais je pense que c'est moi qui ai insisté. La bombe était pratiquement vide et c'était plus du gaz que de la peinture qui sortait. Et du coup, voilà, ça m'a un peu bouffé la mousse. Donc, en l'occurrence, je vais utiliser deux types de spray. Donc, du spray gris et du spray couleur rouge foncé, en fait, qui peut servir comme primeur pour les véhicules, comme couche d'après et comme couche de base, pour des véhicules qui ont un primeur rouge, ou alors pour, en l'occurrence ici, pour la brique, en fait, utilisée comme primeur pour l'après sur les parties en brique. Donc, les bombes à aérosol, il faut penser à bien les secouer avant de les utiliser. Il y a une petite bille qui permet de remuer la peinture. L'idéal aussi, c'est de les passer sous l'eau chaude pour compresser le gaz qui est à l'intérieur, en fait. Alors, pas l'eau bouillante, mais l'eau chaude pour vous la laisser au soleil pendant une vingtaine de minutes, une demi-heure. Il ne faut pas que ce soit le soleil d'été, la canicule, parce que, en fait, simplement pas trop chaud, parce que si vous faites trop chaud, ou si vous faites ça avec je sais pas, un chalumeau, si vous avez une bonne idée, le problème, c'est que vous allez faire exploser la bombe. Et votre main avec, et peut-être même la pièce entière s'il y a beaucoup de gaz à l'intérieur. Donc, secouer la bombe, ça permet déjà de mélanger la peinture. La passer sous l'eau chaude, ça comprime le gaz qui est à l'intérieur et ça permet une diffusion plus rapide, en fait, du gaz et de la peinture avec un grain plus fin. Voilà, bon. Là, donc, je passe. Alors, l'idée, pour quand on peint la bombe, c'est de ne pas être trop près, pas être trop loin, et surtout de commencer la pulvérisation avant et la finir après. C'est-à-dire que là, en l'occurrence, sur la zone que je vais peindre, je vais commencer ici. Là, on voit, voilà. Pourquoi je commence à l'extérieur, pourquoi je finis après? C'est parce que si je commençais directement, j'aurais des amas de peinture. Donc, en fait, là, ça permet de passer, vous voyez, je sais pas, un quart de seconde, en fait, sur une petite zone comme ça va très vite. Donc voilà, donc là, on va laisser sécher quelques minutes. Enfin, quelques minutes, on va essayer d'accélérer le mouvement pour pas... Je vais en profiter pour faire l'autre partie, donc la partie en briques. Enfin, la partie où il y a les briques. Donc, je vais tout passer en gris, les pierres qui sont au ras du sol, enfin, qui sont censées être au ras du sol, voilà. Et les briques. Hop, hop, hop. J'espère que je ne vais pas intoxiquer la moitié du public. Donc, voilà pour l'après-gris. Donc, vous voyez un peu le principe. Je vais prendre mon outil magique pour accélérer le séchage, c'est-à-dire mon sèche-cheveux. Comme vous le voyez à la maison, il a pris cher. Hein. Donc, mais bon, il fonctionne bien. Donc, ah ben non, il ne fonctionne pas du tout aujourd'hui. Tu l'as branché? Je l'ai branché, mais je n'ai pas mis la prise en route. Désolé pour ce petit contretemps.
Voilà. Bon, alors c'est pas le moment le plus intéressant de la démo, hein, mais ça permet de sécher plus rapidement. Donc, je vais laisser ça par terre, voilà. Alors, le sèche-cheveux, c'est bien, ça accélère alors j'allais dire la cuisson de la peinture, mais c'est un peu ça finalement. Sauf qu'il ne faut pas être là aussi que l'air soit trop chaud, sinon ça risque de faire cloquer la peinture en fait. Donc, même vous pouvez faire ça avec le sèche-cheveux en température froide. Souvent sur les sèche-cheveux, on a une position froide et puis ou tiède en fait, en tout cas, pour éviter d'avoir des cloques. Là, je l'ai fait exprès de façon à ce qu'on n'ait pas de soucis, qu'on ne perde pas de temps avec ça. Mais voilà, sinon, vous laissez sécher pendant un quart d'heure, une demi-heure, et en général, il n'y a pas de souci. Si vous avez le temps, vous pouvez même les sécher faire ça le soir et les sécher toute la nuit. Donc voilà, donc on a les deux zones. Je vais simplement utiliser l'après rouge pour apprêter les briques. Donc, pour protéger le bas, je mets ici, pour aller plus vite, du papier essuie-tout, mais en fait, vous pouvez faire ça aussi avec de la bande cache ou avec du cache-plainte une fois que c'est bien sec. Par contre, il faut que l'après soit bien sec. Si je l'utilisais là, maintenant, comme mon après vient d'être passé, il n'a pas eu le temps encore de complètement sécher, même avec le sèche-cheveux, et je risque d'arracher toute la couche d'après, pardon. Donc, je passe la couche rouge brique, enfin l'après rouge, et vous voyez que déjà on a une belle couleur de brique. Là. Donc ça permet en même temps de colorer les briques, et puis après il y aura juste que quelques retouches à faire, plutôt que de les reprendre une par une sur l'après gris qu'on vient de passer par exemple. Ah, j'ai oublié une ligne, voilà, bravo. Bon, on est dans le cadre d'une démo, donc voilà. Bon, j'ai un peu insisté là, donc j'ai un peu de peinture. On va de nouveau passer un petit coup de sèche-cheveux pour accélérer le séchage. Alors, là justement, j'ai insisté un petit peu avec de l'air chaud pour vous montrer les bulles que ça forme quand en fait la peinture est trop chauffée. Je ne sais pas si on peut le voir à l'écran. C'est peut-être... c'est bon? Est-ce que vous voyez là? Donc voilà, bon, c'est un peu le genre de problème qu'on rencontre si on utilise de l'air trop chaud, si on veut vraiment utiliser cette méthode. Donc là, comme il s'agit d'un élément que je ne vais pas utiliser, c'est pas très grave. Donc je vais simplement lisser les bulles. Comme ça, vous voyez qu'on retrouve la couleur de l'après-gris en dessous, donc c'est pas très bien. Mais bon, là, c'est parce qu'on n'a pas le temps de faire sécher correctement. Donc je passe un peu sur toutes les briques. Ça permet de lisser la surface, d'aplatir les petites bulles qui auraient pu se former. Donc voilà. Donc, je vais simplement dégager un petit peu, maintenant que j'ai terminé avec les bombes aérosols, mon plan de travail. Hop. Merci. Donc,
Bon, pour les briques, c'est pas très compliqué. Ça, je suppose que tout le monde peut le faire. Donc, j'utilise des peintures à l'eau de chez Prince Auguste, des acryliques, donc différentes teintes autour de la teinte brique rouille, donc marron orangé, rouge vermillon. Là, c'est la référence marron Royal Navy de chez Prince Auguste. Hop, hop, hop. Je dois avoir une teinte chair foncée, voilà, qui est bien aussi pour les briques. Et une autre teinte, hop, qui doit être un rouge cuir. Bon, là, c'est du Prince Auguste, c'est du Valero, mais on est sur le même type de produit. Donc voilà. Et puis après, en fait, c'est une question de mise en peinture. Donc en fait, là, en l'occurrence, on va faire une brique. Il faut surtout agir de manière aléatoire, à moins que vous vouliez vraiment reproduire un bâtiment où l'alternance des briques claires et des briques foncées est volontairement organisée, maçonnée, pour avoir un effet esthétique. On voit même ici dans le village, en fait, il y a pas mal de maisons. Quand on va justement au Cambrétanque, là, en sortant de la salle des fêtes, on a la chance d'avoir des maisons du Nord et donc qui sont d'ailleurs dans un village qui a été touché pendant la guerre de 14-18. Hein, la bataille de Cambrai a eu lieu là dans les champs alentours. Et donc vous verrez des maisons en fait qui ont des tours de fenêtres par exemple qui sont en briques orangées, beaucoup plus claires, rosées même. Et puis d'autres où c'est uniformément de la brique de la même couleur. Donc, moi, j'aime bien varier les teintes. Donc, je mets un petit peu de manière aléatoire des teintes marron, orange. On peut faire plusieurs briques qui sont à côté quand on dépasse, par exemple, comme moi qui ai fait le cochon. Voilà. En fait, avec le pinceau, on s'aperçoit qu'on peut arriver à faire des transparences, c'est-à-dire des briques qui sont plus ou moins claires, plus ou moins denses dans la couleur qu'on veut passer, suivant que le pinceau est très chargé, ou justement qui est en fin de... Enfin, qui est pratiquement vide de peinture. Donc voilà. Donc là, je vais faire un peu plus rouge. Donc je vais rajouter un petit peu de rouge à mon marron orangé. Voilà, pour avoir une autre teinte encore. En fait, l'idée, si vous voulez, sur un mur en brique, plutôt que de le faire d'une couleur homogène, hein, ce que j'aurais pu faire en passant une bombe d'une autre couleur, ou même en le laissant dans la couleur de l'après, c'est simplement pour que ce soit plus intéressant visuellement, en fait. Donc, je vais utiliser une teinte un peu plus foncée. Voilà. Et un marron cuir. Donc là aussi, vous voyez, enfin bon, voilà. Moi, je me suis arrêté à ces 5 teintes-là, mais on peut faire varier ça à l'infini, sachant que si on regarde des briques sur n'importe quel mur, il n'y en a pas une de pareille. Du moins, lorsqu'on veut faire un bâtiment assez ancien, c'est sûr qu'avec les techniques modernes, les briques depuis les années, je sais pas, 60-70, on arrive à faire des briques monochromes qui soient toutes calibrées avec la même teinte, en fait. Donc, hop. Bon, bien sûr, on peut faire différents mélanges avec les différentes teintes qu'on a choisies. Hop. Bon, on ne va pas passer l'ensemble de la démo sur la peinture des briques. Hein. Je ne pense pas que ce soit ça le plus intéressant. Donc, on va continuer avec les pierres. Donc, les pierres, c'est simple, en fait. On peut utiliser là aussi plein de teintes différentes. Je sais qu'il y a même dans la gamme Prince Auguste des teintes pierre spécifiques. Je crois que ça c'en est une. Voilà, gris pierre par exemple. Donc, en général, je travaille avec des bases très simples et après, je travaille beaucoup avec des mélanges en fait. Donc, ce que je voulais vous montrer principalement sur les pierres, en fait, c'est comment on réalise des dégradés.
pour donner de... Alors, je vais reprendre le diorama, je vais essayer de trouver un petit coin pour vous le montrer. Qui passe à l'écran. Ça, j'en ai pas besoin tout de suite. Hop. Je vais reprendre le diorama. Tchac. Et donc, en fait, c'est simplement pour vous montrer comment on arrive à faire des dégradés comme ici. C'est-à-dire qu'on pourrait rester sur la teinte grise comme ça de l'après et simplement après peindre une pierre, enfin, mettre en valeur la pierre simplement avec une teinte pour lui donner une teinte plus ou moins ocre, plus ou moins marron ou grise. Mais là, en fait, ce que je voulais, c'est donner du relief pour avoir un effet de ce qu'on appelle de lumière zénitale. Donc, en fait, de créer des ombres et des qui sont exagérées par rapport à la réalité. Parce que quand vous rentrez dans une église ou vous regardez un bâtiment, vous n'avez jamais des dégradés aussi forts. Ça peut éventuellement imiter la poussière, la suie des vieilles pierres, etc. Enfin, la suie sur les vieilles pierres et des églises qui n'ont pas été restaurées récemment et donc qui sont assez foncées. Mais l'intérêt dans ce diorama-là, c'était aussi de montrer comment on peut facilement éclairer et assombrir en fait des éléments d'architecture. Donc, je vais redéplacer ça, hop, et je vais revenir. Ce serait dommage que ça tombe. Donc, je vais recommencer. Donc, en fait, pour les pierres, pour assombrir le bas de la pierre, en fait, je vais prendre de la peinture, en l'occurrence noire, que je vais mélanger avec, vous voyez, assez dilué finalement, que je vais mélanger avec du gris pierre, encore un peu plus de noir. Voilà, donc on arrive à un gris homogène qui est plutôt un gris anthracite. Hop, je vais un peu décharger mon pinceau. Et en fait, je vais peindre le bas des pierres. Donc le bas des pierres, en admettant que voilà, le sommet soit ici, mur en brique et puis mur en pierre en dessous. En fait, je vais, avec le plat du pinceau, vous voyez, passer la peinture plutôt en bas. Je trempe mon pinceau dans l'eau, donc je le nettoie. Et avec la partie intermédiaire, voilà, je redescends par contre pour conserver la peinture sombre vers le bas. Si vous voyez comment faire un dégradé en fait entre le haut et le bas, c'est pas chose évidente, mais on peut s'y reprendre à plusieurs fois. Donc commencer par ça, par exemple. Déjà, on a un effet de... Je vais le faire sur plusieurs pierres, simplement en changeant entre les pierres un peu une dominante. Je vais rajouter un petit peu de marron orangé dans mon mélange précédent. Donc, je repasse ici. Et vous voyez que même avec le pinceau seul, sans le replonger dans l'eau, on peut arriver à faire un dégradé en l'appliquant, en posant le pinceau carrément à plat. Bon, bien sûr, après, on a des petites traînées parce qu'il y a toujours des poils de pinceau qui traînent. Voilà. Et là, je vais faire avec un mélange un peu plus rosé. Donc, toujours un peu de noir. En fait, quand je travaille sur ce genre d'architecture, en fait, j'ai toujours ces couleurs-là et peut-être j'en rajoute une ou deux. Et bref, je fais des mélanges. Donc, dire exactement quel est le ratio de peinture entre les différentes teintes, c'est quasiment impossible parce qu'en fait, c'est vraiment à l'instinct. Si je vois que c'est trop clair, j'en rajoute un peu. Voilà, je varie sans cesse. Donc, déjà là, on a un premier effet d'ombre, en fait, vous voyez, par rapport aux pierres du bas qui n'ont pas encore été traitées, on voit déjà qu'il y a un effet de relief, en fait, avec le bas des pierres qui est donc assombri. Et on peut faire la même chose dans le sens inverse, c'est-à-dire éclaircir le haut des pierres pour lui donner encore plus de présence, en fait. Donc là, je reprends mon mélange gris du départ, je rajoute du blanc, peut-être même un peu plus de blanc, voilà. Voilà, et je passe donc de la même façon sur le haut de la pierre. Là, je vais limiter au maximum. Et donc là, je vais juste rajouter un petit peu de marron, puisque j'avais rajouté un petit peu de marron orangé dans mon noir. Donc là, je fais la même chose, mais avec le blanc. Hop. Voilà. Et dans la troisième, j'avais pris un gris qui était un peu plutôt bordeaux. Donc, je vais rajouter à ce mélange-là du blanc. Et je vais faire la même chose. Hop, hop, hop.
Alors, je vais rajouter un petit peu de blanc, là, du coup, parce que par rapport aux autres, elle me paraît un peu plus terne. Donc, voilà. Je vais faire aussi le dessus des pierres parce que ils avaient pris un peu de rouge lorsque j'ai passé à la bombe. Donc, les pierres ressortent un petit peu par rapport au mur de briques. Du coup, elles ont été un peu touchées. Alors, voilà le principe, en fait, pour avoir une espèce d'éclairage et d'ombre sur les pierres et donner un effet zénital, un effet de modulation, si on peut appeler ça. Alors, bon, il y a plein de termes techniques. La modulation voudrait qu'on change l'orientation de la lumière entre chaque panneau de pierre. Donc, c'est plus l'école de la peinture zénitale. Alors, après, on peut continuer et accentuer en utilisant que du blanc. Mais alors, plus vous allez utiliser une couleur claire et plus vous allez limiter votre passage, en l'occurrence pour le blanc en haut des pierres. On verra après pour le noir. Je recharge un peu en blanc. Donc, vous voyez, là, en l'occurrence, c'est que la pointe du pinceau que je passe. C'est plus le plat qu'on voyait au début pour assombrir une zone plus large. Donc là, je vais en profiter pour travailler un petit peu les éclats, enfin les briques qui ont éclaté sous le coup des obus ou des balles. Donc là aussi, j'éclaire le bas, puisque la lumière vient d'en haut. Donc en fait, ça illumine le haut des pierres et ça illumine le bas des zones en creux. Si ça avait été une zone en relief, ça aurait été le haut, en fait. C'est simplement la logique de où se trouve la lumière, en fait. Donc, je vais repasser un peu sur le haut de cette pierre. Hop. Voilà, un petit peu comme ça. Hop. Là, j'accentue. Je rince un peu mon pinceau pour diluer un petit peu la peinture là qui est trop épaisse et pour faire un dégradé qui sera plus harmonieux. Alors, bien sûr, dans la pierre, il y a des zones qui sont plus ou moins denses. On voit il y a des colorations dans la pierre qu'on pourra amener par la suite si on veut vraiment travailler ce genre d'effet. Ça dépend où vous situez votre diorama et la nature de la pierre que vous avez envie de reproduire. Hein. Là, vous voyez, je vais un peu au milieu de la pierre pour voilà, donner des petites nuances dans les gris. Ça, c'est en fonction de ce que vous voulez représenter. Donc, je vais peut-être un peu trop exagérer. Hop, 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 hop. Voilà. Bon, là, en l'occurrence, ma pierre est très grise, en fait. Hein. J'ai utilisé des teintes, mais ça peut être, vous pouvez réchauffer la couleur de votre pierre. Si vous voulez une pierre un peu de Champagne, ou vous voyez, dans le sud du département, ou dans l'Aisne, par exemple, par ici, vous avez une pierre qui est plus chaude, plus jaune, en fait. Donc, il suffit de rajouter un peu de couleur sable ou d'ocre jaune dans votre mélange blanc, et vous y êtes. Là, je vais faire la même chose, mais dans le sens inverse, c'est-à-dire pour assombrir le bas. Hop. Donc là, j'exagère un petit peu le trait parce qu'on est pressé un peu par le temps. Hop, donc je ne vais pas changer de couleur entre chaque pierre, mais là aussi, ça peut se faire suivant ce que vous voulez représenter. Donc là, vous voyez que j'utilise de nouveau le plat du pinceau pour, entre guillemets, dégrader le bas de ma pierre. Voilà. Donc là, vous voyez que je remonte un petit peu pour apporter quelques nuances dans la pierre. La surface, là, pendant tout ce travail-là, est plus ou moins humide, hein, de votre support, en fait. Là, en l'occurrence, la pierre, la première passe, en fait, ça a humidifié la surface. Et comme je retravaille dessus, dans le frais, en fait, la surface est toujours plus ou moins humide. Il ne faut pas qu'elle le soit trop, sinon la peinture va baver, va partir dans tous les sens. Il ne faut pas qu'elle soit complètement sèche, sinon, effectivement, on a plus de difficultés. Enfin, c'est de l'acrylique, donc
ça se travaille assez facilement. Donc, en fait, voilà, je peux accentuer encore plus en vraiment travaillant avec le fond, en rajoutant un peu plus de noir. Voilà. Donc là, vous voyez, comme pour le blanc, je me limite vraiment à l'extrême bas de la pierre. Donc voilà, je redilue un petit peu pour qu'il n'y ait pas de coupure franche entre les différents niveaux. Et voilà ce qu'on obtient. Donc, je vais juste terminer en ombrant aussi l'intérieur des impacts de balles dans le mur. Donc voilà la partie supérieure, donc qui est en creux et donc teintée d'un peu plus sombre. Bon, après, il y aura un travail à faire aussi pour, voilà, pour magnifier un petit peu ça, pour apporter un peu plus de relief avec des lavis éventuellement. Là, une fois que vous avez peint vous avez apprêté votre pièce, vous avez commencé à la peindre, vous pouvez utiliser des lavis énamel en fait, donc ou à base d'huile. En général, la mousse résiste bien et elle se délite pas. Après, si vous utilisez beaucoup de white spirit et que le white ou le sans F ou un autre diluant s'insinue sur des zones où la mousse est à nu, comme notamment entre les pierres, par exemple ici, ça peut créer effectivement, le white spirit a tendance à être assez agressif et donc à bouffer un petit peu la mousse. Donc ça peut, voilà, mais bon, voilà. Donc là, pour teinter les pierres, vous pourriez rajouter encore des teintes, des filtres, par exemple, à base d'énamel pour teinter les pierres et leur donner un aspect un peu plus chaud. Donc voilà, est-ce que vous avez tous saisi? Il n'y a pas de souci. Donc là, je vais passer à un autre stade. Là, sur la colonne, je ne l'ai pas traité, hein, mais c'est le même principe. Hein, c'est exactement la même chose. Les teintes claires en haut, les teintes foncées en bas. Et après, si vous voulez vraiment teinter la pierre pour lui donner une apparence plus... Ici, on a des pierres qui sont assez calcaires, donc assez blanches, mais dans certains départements, elle est plus jaune. Enfin, suivant la zone où vous voulez présenter votre diorama, forcément, vous allez changer la couleur de la pierre. Mais le principe est le même, que ce soit une colonne ou un mur. Là, je vais juste enlever ce petit truc là qui m'embête un petit peu. Voilà. Et on va passer à la représentation des joints, en fait. Donc, les joints qui sont entre les briques, notamment. On pourrait faire, pardon, au niveau des briques, on pourrait faire la même chose, c'est-à-dire qu'on pourrait éclairer le sommet des briques et les assombrir. Personnellement, je le fais rarement parce que ça n'apporte pas grand-chose. Il faut énormément de temps, effectivement. Vous imaginez, pour chaque brique, là, j'ai fait une brique jaune, donc il faut que je mette un peu plus de blanc et plus foncé en dessous. Enfin, il y aurait vraiment... on peut s'amuser à ça, mais personnellement, je le fais rarement. Je dois être feignant, en fait. Et donc, du coup, je me satisfais de ça. Et après, vous allez voir, pour compléter, on va faire les joints. Donc, pour les joints, j'utilise de l'enduit, en fait. De l'enduit pour mur. Là, en l'occurrence, c'est de l'enduit rebouche-bois. Bon, là, il y a une marque, mais ça peut être celle de Leroy Merlin ou de Casto, ou de Brico Décopo ou Bricorama, etc. L'essentiel, c'est que ce soit une pâte assez fine. Et là, l'avantage de l'enduit bois, c'est qu'il a déjà une couleur qui ressemble beaucoup, qui est assez proche en fait du mortier ancien, c'est-à-dire qui est, vous voyez, alors, on va le faire sortir. Donc, on est sur un enduit qui a une couleur, voilà, un petit peu jaunâtre et qui va en séchant s'éclairer un petit peu. Donc, je mets cet enduit, voilà, sur un outil quelconque, en fait, simplement pour l'étaler, pour l'avoir à disposition. Et après, donc, je prends cet enduit avec le doigt, donc une petite quantité d'enduit. Et en fait, je vais l'étaler sur le mur en brique. Donc voilà, en passant avec des mouvements circulaires, comme ça, pour faire bien pénétrer l'enduit entre les briques. C'est tout bête, hein, finalement, c'est du jointoiement ou du rejointoiement de briques. Pour ceux qui ont des murs en briques chez eux, ils connaissent. Donc, dans les jardins, notamment,
Donc voilà, ou sur les murs de maison. Donc voilà, donc bon, le principe, vous voyez, en fait, vous faites rentrer, pénétrer dans les joints l'enduit. Je ne vais pas le faire entièrement parce que je vois que l'heure tourne, donc il va falloir avancer. Et après, en mouillant le doigt, simplement, voilà, j'efface petit à petit le trop-plein d'enduit. Donc là, je commence par voilà, le mouiller un petit peu. Après, je prends un papier essuie-tout qui lui aussi est déjà un petit peu humide et j'essuie le trop-plein. Donc en plusieurs passes, hein. L'idéal, c'est de se rincer les doigts et rincer le papier ou prendre un autre morceau de papier à chaque fois. Voilà. Donc on peut mouiller le papier essuie-tout et faire ça. Et on a un rendu qui est... Voilà. Bon, là, on n'a pas eu le temps de laisser vraiment sécher la peinture, donc on voit que la peinture a un petit peu disparu à certains endroits. On voit que certains joints ne sont pas corrects, mais là, c'est vraiment parce qu'on ne peut pas être très précis. Donc voilà, donc on peut laisser ça comme ça. On peut après aller gratter des joints. Alors, on peut gratter avec un cutter. Moi, voilà, j'ai un outil de modelage que j'utilise régulièrement, mais voilà, pour faire des endroits où le joint est un peu plus délité et donc on peut en enlever. Alors, moi, je vous conseille de l'enlever tant que le joint n'est pas sec, parce qu'après, une fois qu'il est sec, comme les briques sont faites en mousse, vous risquez de déraper et d'abîmer finalement des briques. Donc, c'est idiot. Donc là, en fait, vous enlevez un petit peu à différents endroits. Et puis, vous balayez soit avec le doigt, soit avec le papier essuie-tout de nouveau pour ne garder l'enduit que dans les rainures. Donc voilà, on peut faire la même chose éventuellement sur les joints des pierres, hein. Ça peut être intéressant. Quand les pierres sont vraiment jointoyées, très, très proches les unes des autres, ce n'est pas forcément nécessaire. En fait, vous voyez, par exemple, sur le diorama, je vais le reprendre. Vous voyez que j'ai fait les joints au niveau des briques, donc en utilisant cette méthode. Par contre, je ne l'ai pas fait sur les pierres, là. On peut voir qu'entre les pierres, en fait, j'ai simplement utilisé la peinture et laissé les joints libres. Voilà, bon, ça, c'est un parti pris. C'est souvent montrer jusqu'où on veut aller ou ne pas aller. Est-ce que c'est nécessaire? Est-ce que c'est intéressant de les rajouter? Voilà, ça dépend des effets que vous voulez reproduire. Donc, voilà pour cette partie. Donc, si vous avez d'éventuelles questions pardon, sur ce sujet, on peut en profiter. Hop. Sinon, on va passer à la phase suivante, qui est la réalisation, donc, comme je l'avais dit au départ, des débris. Alors, j'ai un petit peu ça, voilà. Donc, revenons au décor. Je remets ça de ce côté-là. Donc, le décor donc, étant constitué de mousse, il s'agit après de réaliser donc, cet amoncellement de ruines, en fait, c'est-à-dire un mélange de pierres, de briques, de poutres, sans doute d'autres éléments comme des tuiles, des éléments de charpente métallique si c'est dans un bâtiment plus moderne ou plus industriel, etc. Donc, en fait, il faut, avant de commencer ce travail-là, préparer les matériaux. C'est-à-dire qu'en fait, il s'agit, pour la plupart, je vais essayer, est-ce qu'on peut voir les trois? Ouais, c'est bon. Il s'agit de morceaux de plâtre. Voilà, il suffit que vous avez du plâtre à la maison, du plâtre de Paris. Vous le teintez avec de la peinture. Donc, ça peut être de la gouache, ça peut être de la peinture acrylique, Prince Auguste, ça peut être des pigments, de façon à avoir des nuances, en fait. C'est-à-dire d'avoir plusieurs petites plaques de... Elles ne sont pas obligées d'être lisses comme je l'ai fait là, hein. Là, c'était destiné à une ruine à l'époque et donc je devais la graver par la suite. Mais vous pouvez faire ça, on s'en fiche que ce soit lisse ou pas.
En fait, l'essentiel, c'est d'avoir du plâtre qui est endurcissant et une couleur que vous allez utiliser dans votre diorama. Sachant que quand le plâtre est humide, il est beaucoup plus foncé que ce que vous allez voir en séchant, donc il faut anticiper. C'est-à-dire que si vous voulez avoir quelque chose de très dense au niveau de la couleur, il faut mettre beaucoup plus de pigments ou de peinture que si vous en mettez peu. Quand il est mouillé, voilà, le plâtre est beaucoup plus foncé. Donc, en fait, si vous voulez avoir cette teinte-là, il aurait fallu rajouter beaucoup plus de peinture. Bon, bref, vous allez donc avoir des éléments en plâtre comme ça, que vous allez simplement concasser pour avoir des bris de plâtre, voilà, plus ou moins gros, plus ou moins fins, de façon à avoir une variété maximum d'éléments de différentes tailles. Donc, vous allez avoir donc, des morceaux assez épais. Je vais montrer. Voilà, comme ici, par exemple. Et après, en tamisant ces éléments-là, vous allez avoir une poudre de plus en plus fine. Donc, ce qui va vous permettre aussi, ça va être important d'avoir ce genre de différentes tailles de gravats et de poudre. Vous allez voir que ça sert, en fait, dans la réalisation du décor, en fait. Je ne dis pas qu'il ne faut pas en laisser dans les gros morceaux, mais il est utile d'en avoir aussi à côté. Donc, vous voyez que là, j'ai deux teintes différentes de bris de plâtre, une qui est un peu plus chaude en fait en teinte et l'autre qui est un peu plus froide, qui va être un peu plus tirée vers le vert, gris-vert, donc un peu plus béton, et l'autre qui va tirer plus sur la pierre de craie qu'on a ici dans la région en fait. Donc voilà. Et ensuite, la même chose pour les briques. C'est-à-dire que les briques, en fait, en l'occurrence, vous pouvez utiliser du plâtre que vous avez teinté en rose, rouge, rouge foncé, etc. Et après le concasser pour avoir des morceaux comme on a vu précédemment. Mais le problème, c'est que pour avoir des briques sur une ruine, on en a besoin d'avoir des briques qui ressemblent à des briques entières, c'est-à-dire des éléments, voilà, comme ça. Alors, je ne sais pas si on voit bien la vidéo. Donc, en fait, ces éléments-là, bon, ils existent dans le commerce. Moi, j'utilise fréquemment la marque Juvela, qui est une marque polonaise, dont le rapport qualité-prix est assez intéressant, je trouve. Après, il existe aussi des moules pour faire soi-même les briques une par une, voilà, avec du plâtre ou avec différents matériaux. Donc voilà, donc ça c'est à vous de choisir en fonction de votre choix, de ce que vous voulez faire, si vous voulez voilà, avoir une teinte particulière, etc. Mais moi j'utilise la gamme Juvela où il y a des teintes de briques qui vont du blanc pratiquement, ocre, jusqu'au rouge très foncé. Donc voilà, donc j'utilise ces briques que je concasse également. Donc, pour concasser les morceaux de plâtre et les morceaux de briques, en fait, j'utilise un pilon de cuisine, en fait. Hein. Sauf que là, en fait, j'en ai un en métal, tout simplement pour qu'il soit plus robuste et qui ne se détache pas de morceaux de plâtre. J'en avais un avant qui était en bois, mais le bois s'abîme au bout d'un moment. J'en avais un aussi qui était en faïence, mais la faïence a fini par sauter. Et finalement, ceux qui sont les meilleurs, c'est ceux en métal ou ceux en marbre, carrément, ou en pierre. Et donc, en fait, vous pilez, vous arrivez à avoir des débris de plus en plus fins. Après, vous passez ça au tamis pour avoir les fameuses petites poudres dont on parlait tout à l'heure. Donc, voilà. Donc, mes poudres de briques sont ici. Je les avais mis dans un troisième. Donc, les poudres de briques ici. Voilà. Donc, une très, très fine et l'autre un peu moins. Donc, qui vont servir tout à l'heure. Troisième chose, j'avais également fait, parce que les briques qui se détachent d'un mur sont pratiquement systématiquement recouvertes d'une partie du mortier qui a permis de construire le mur. Donc en fait, sur ces briques, ça ne va pas être évident à la caméra parce que c'est vraiment petit. Et en fait, vous voyez que sur chaque brique, alors là, j'en ai pris, je ne sais plus combien j'en ai fait, peut-être de 300. En fait, j'utilise le même produit, le rebouche-bois de tout à l'heure. Voilà. Et en fait, avec un petit outil, en fait, je viens étaler un petit peu de cet enduit sur chaque brique pour simuler, imiter le reste de mortier qui resterait sur des briques réelles, quoi. Ça ajoute une petite touche de réalisme. Je trouve que des ruines où on voit que des briques qui sont toutes propres, qui ont aucun, voilà, qui sont éventuellement cassées, mais qui sont toutes lisses, je trouve ça moins réaliste. Enfin bon, je l'ai eu fait sur certains dioramas, donc j'ai pas, voilà, je jette la pierre à personne.
on fait comme on veut et voilà, l'essentiel, c'est d'arriver à un résultat qui vous plaise, quoi. Donc, après tout ça, à partir de ces 2 ou 3 mélanges, je crée un 4e mélange qui va être en fait un peu de ci, un peu de ça. Donc, je prends un petit peu de chaque élément. Après, vous pouvez varier la quantité, la proportion suivant ce que vous avez. Si votre bâtiment est principalement en briques, ben vous allez mettre pratiquement que des briques. Si votre bâtiment est plutôt en pierre, enfin voilà, vous comprenez, plus ou moins de pierre, plus ou moins de briques. Donc, je fais un 4e mélange qui va mêler donc ces trois teintes en l'occurrence aujourd'hui. Après, ça peut être plus aussi si vous voulez. Et donc, c'est avec ce mélange-là que je vais utiliser sur mon décor. Donc, je referme les boîtes d'origine. Hop. Je vais garder les éléments. Un dernier produit que j'utilise aussi souvent, enfin, c'est pas un produit, c'est simplement de la poussière de rue, en fait. En l'occurrence de mon chéneau qui est juste devant mon atelier. Donc, en fait, je puise la poussière qui s'accumule, en fait, qui est de la poussière des particules du toit, voilà, qui est un peu plus sombre, en fait, et qui me permet de changer les valeurs de luminosité sur le diorama en utilisant une teinte plus foncée que les autres teintes habituelles. Donc, ça, c'est un petit truc perso, mais après, là aussi, c'est à chacun de trouver sa méthode. Donc, nous avons vu pour l'essentiel des débris. Donc, ça, c'est une base de débris. Les poudres, donc les plus ou moins fines. Les briques qui sont rejointoyées, ou en tout cas qui sont couvertes d'enduit. Et il nous faut d'autres éléments, c'est-à-dire les éléments de la maçonnerie plus massive qui ne se sont pas complètement réduits en poudre. Et pour ça, en fait, ben, je suis parti, vous voyez, de morceaux de mousse. Bon, là, c'est de la mousse bleue, ça pourrait être n'importe quelle mousse, que j'ai peint et qui vont servir à imiter les pierres de taille qui se sont décrochées des murs, en fait, et qui sont beaucoup plus massives et qui, pour certaines d'entre elles, ne se sont pas émiettées et sont restées plus ou moins intactes et se retrouvent dans la base de notre ruine, en fait. Vous voyez que j'ai également préparé des éléments de charpente, donc en bois. Donc ça peut être du bois, du balsa, ça peut être également de la mousse qui a été, là en l'occurrence, vous voyez, c'est de la mousse en fait. Hop, je vais l'ouvrir en deux. Je ne sais pas si on voit un petit peu que c'est de la mousse, donc je vais peut-être prendre une autre qui sera peut-être plus parlante. Voilà. Donc en fait, voilà, c'est une poutre que j'ai faite simplement en mousse. Si vous voulez revoir la vidéo, vous verrez comment je fais les stries du bois facilement. La vidéo de l'an dernier. Donc voilà, donc en fait, les différents éléments dont on a besoin pour faire le sol autour d'une ruine. Là, c'est un élément c'est une des colonnes en fait qui servira, qui sera implantée sur le décor plus tard. Donc voilà, qui viendra là. Pour réaliser tout ça, tous ces éléments en fait sont essentiels pour commencer, avant de commencer en fait à faire le sol du décor, parce que sinon, vous allez arriver à un moment où vous allez être coincé, vous allez être obligé d'attendre, de découper vos pierres, de les peindre et tout ça. Mieux vaut tout faire avant et ne plus avoir que ça, tout ça sous la main, je veux dire, pour pouvoir les utiliser tout de suite. Donc, pour la base du sol, j'utilise de l'enduit. Donc là encore, c'est de la colle à carrelage, en fait, du joint en pâte pour carrelage. Bon, la marque Parex Lanco, c'est celle que je trouve dans mon magasin de déco, enfin de bricolage qui est à côté de chez moi. Je crois que c'est un Casto. Mais bon, ça peut être une autre pâte à joint, peu importe. Celle-ci, elle adhère bien sur la mousse. Donc là, en l'occurrence, c'est une pâte qui est noire, en fait, lorsqu'elle sèche. En fait, elle est gris anthracite une fois sèche. Et je préfère utiliser une pâte sombre, en fait, en fond, plutôt qu'une pâte claire. Parce que si vous avez des endroits entre des éléments de maçonnerie ou des éléments du sol qui restent visibles, en fait, il vaut mieux que ce soit sombre que trop clair, en fait. Mais bon, c'est un avis perso, là aussi. Donc, ce que je fais, c'est que j'étale... Ouais, je vais revenir un petit peu au centre, sinon la caméra va se perdre. Donc, voilà, j'étale donc mon enduit ou ma colle à carrelage.
J'utilise pas de plâtre. Alors pourquoi j'utilise pas de plâtre? Parce que le plâtre, une fois qu'il commence à prendre, en 5 minutes, il est dur, en fait, il durcit. Donc après, il est difficile de travailler dans le plâtre, avec du plâtre, je trouve, parce que vous allez voir, vous allez comprendre pourquoi après, j'utilise une pâte qui sèche lentement. C'est parce que j'ai besoin qu'elle reste souple pendant quelques dizaines de minutes, voire quelques heures parfois, pour avoir le temps de... Voilà, j'enlève cette colonne pour pouvoir passer derrière. Hop, voilà. Enfin, vous voyez, le principe, c'est d'étaler un peu de cette pâte. Je vais en mettre un peu là-devant. Hop. Hop. Vous aurez remarqué que j'ai protégé le cadre de mon diorama avec du scotch de protection. Un scotch de protection pour peinture intérieure, en fait, mais parce que je ne vais pas mettre de la bande cache Tamiya quand même. C'est pas le même budget. Donc voilà. Donc en fait, j'étale grossièrement. Il faut qu'il y ait à peu près 1, 2, 3, 4, 5 mm, peu importe. Pas que ce soit trop épais, sinon après, ça risque de mettre très longtemps à sécher. Ça n'a pas beaucoup d'intérêt, en fait. Vous avez vu on avait vu dans le précédent épisode que je mettais déjà en place des reliefs lorsque je formais les volumes du décor. Donc, en l'occurrence, là, j'en rajoute un petit peu dans la pente. Voilà. Hop. Hop, hop, hop. Donc, voilà. Bon, je ne vais pas faire tout ce coin-là, mais vous aurez compris que... Donc, ça, c'est la base. Ensuite, j'allais dire, il suffit de saupoudrer les différents éléments qu'on a vus et qu'on a créés tout à l'heure. Mais avant ça, moi, j'aime bien passer un peu de colle blanche. Alors là, c'est de la colle à bois rapide, mais ça peut être de la colle blanche liquide, peu importe la marque. On s'en fiche un petit peu. Donc moi, j'aime bien étaler un petit peu de colle blanche comme ça. Ça permet d'accentuer l'adhérence des gravats qu'on va ensuite saupoudrer dessus. Donc l'idée, c'est simple, hein, c'est d'avoir... mais il y a une petite subtilité quand même quand on réalise... comme je vous disais tout à l'heure, donc il faut bien préparer en amont. Et ce qu'il faut respecter aussi, pour que ça marche bien, c'est qu'il faut commencer par les éléments les plus gros, en fait. Il faut commencer à disposer les éléments les plus importants, parce que ça... Alors là, j'ai peut-être pas mis assez d'enduit. Simplement parce que, en fait, une fois que vous aurez tout saupoudré, les petits éléments, ça sera plus difficile de les intégrer. En fait, on va avoir l'impression qu'ils flottent par-dessus. Donc, moi, je préfère les mettre en premier, les intégrer en premier pour les éléments les plus épais. Donc, je vais en mettre un comme ça, par exemple, hop, qui serait dans la pente, mais qui serait pris dans l'amas des boulis, en fait, de ruines, en fait, des éléments de ruines. Je vais en profiter, tiens, pour coller ma colonne. Hop, voilà. Un morceau de colonne qui est ici. Voilà. Donc, on fixe les éléments les plus gros. Je vais ranger tout ça. Hop. Voilà. Et ensuite, on va s'amuser à saupoudrer donc les bris intermédiaires, c'est-à-dire ceux qu'on a créés avec les éléments de bris de plâtre, de bris de briques, etc. Donc, vous voyez qu'ils sont quand même assez grossiers. Donc, on les saupoudre comme ça par-dessus. Alors, à la maison, je fais ça en général au-dessus d'un gros carton avec des bords, de façon à pouvoir récupérer ce qui gicle à droite et à gauche. Donc, vous voyez, hop, on va mettre ça grossièrement comme ça. On va saupoudrer un peu tous les côtés. Voilà, quand on arrive à ce stade-là, on voit qu'on est un peu en saturation. Donc, on voit... Je vais récupérer ce qui traîne sur la table, hop, pour que ça fasse un peu plus propre.
On voit donc, on s'inquiète pas de savoir s'il y en a qui sont bien collés, qui sont bien intégrés dans le sol et tout ça, c'est pas très grave. S'il y en a aussi à des endroits qu'on n'avait pas prévu de mettre, on pourra les enlever après. On a le temps, la colle n'est pas instantanée. Donc voilà. Donc en fait, ces bris là sont tous plus ou moins éparpillés. On peut appuyer un peu dessus pour essayer de les intégrer dans le sol. Et pourquoi je vous disais tout à l'heure qu'il fallait conserver des bris. Voilà, celui-là, on va le mettre ici, allez hop. Des bris de plus en plus fins, c'est qu'en fait, on est parti des bris les plus gros. Après, on a pris les intermédiaires, le plat de concassé et les morceaux de briques. Là, on va continuer. Alors, je vais mettre ça dans une petite coupelle. Des bris de briques un peu plus épais. Et je vais prendre des bris de pierre, pareil, un peu plus épais. Et on continue à saupoudrer. Toujours au même endroit, hop, 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 hop. Voilà. Et on fait la même chose avec, voilà, les morceaux plus clairs, en l'occurrence. Bon, alors là, je le fais que d'un côté parce qu'on est sur une démo, mais à la maison, je tourne le diorama, je fais ça moins vite, etc. Hein. Pour vraiment, je le fais même à la main à certains endroits. Voilà. Et je finis avec le gris le plus foncé, là, la poussière de chéneau là, que j'avais récupéré, la poussière de rue. Donc, j'en saupoudre, mais d'une manière voilà, beaucoup plus réduite à certains endroits. Alors, il n'y a pas de règle, en fait. Je veux que ce ne soit pas homogène. En fait, l'idée, c'est ça, c'est d'éviter l'homogénéité. Donc, une fois qu'on en est arrivé là, on pourrait dire c'est suffisant, on peut rester là. Sauf que là, si je le fixe pas, si je renverse le diorama ou si je le... Voilà, tous ces éléments-là, je souffle dessus, ça va partir. Sauf ceux qui sont vraiment en contact avec la colle. Donc, il faut les fixer. Donc, pour les fixer, on peut utiliser des produits qui existent dans le commerce, qui sont les Gravel Sand Fixer. Bon, là, c'est chez AK. J'utilise celui-ci. En fait, j'ai essayé les différentes marques, c'est-à-dire VMS, Amo, AK, Deluxe Materials également. Et je trouve que le AK, c'est pas pour leur faire de la pub, mais pour une fois, ils sont vraiment bien. Le produit s'infiltre bien sans modifier la place des éléments. Parce qu'en fait, vous avez des produits qui sont trop épais. Et donc, du coup, notamment sur les tout petits, les très fins, la poussière que vous mettez en dernier, en fait, il y a certains produits qui sont trop épais. Et donc, ça déplace ces poussières-là. Et donc, vous n'avez plus le même résultat. La K est celle qui, pour moi, marche le mieux. Mais j'ai un autre truc qui est pas mal, qui est tout simple, en fait, que j'utilisais bien avant que les produits AK arrivent sur le marché, qui est en fait de la colle blanche diluée à l'eau. Donc, vous prenez un peu d'eau dans un récipient, pop, pop, pop. Là, il y en a peut-être un peu trop, donc je vais mettre dans une coupelle un peu plus petite. Je vais enlever tout ça qui va gêner pour la lisibilité de ce que je fais. Donc, je mets un peu d'eau dans une coupelle. Bon, là, c'est de la couvercle de confiture. Regardez les couvercles de confiture. Bref, vous mélangez votre colle blanche de façon à ce que ce soit très liquide. Et alors, après, il y a un petit secret pour améliorer en fait l'infiltration par capillarité. Moi, je rajoute du liquide vaisselle. Je le dis souvent dans mes articles, mais sans liquide vaisselle, on va essayer. Voilà, la goutte, elle reste à la surface. On va rajouter du liquide vaisselle. Alors, là, je suis à la fin de mon pot, j'aurais dû le remplir avant de partir. Donc, voilà. Et je vais le faire juste à côté. Vous allez tout de suite voir la différence. Hop. Et voilà. Le liquide, en fait, permet de casser les molécules d'eau et donc de favoriser la dispersion par capillarité. Donc, en fait, c'est de l'eau légèrement mélangée, enfin, de l'eau, oui, c'est quand même majoritairement à 90% de l'eau. Donc, ça s'infiltre assez facilement grâce au liquide vaisselle. Alors, il faut que ce soit du liquide vaisselle, attention, incolore. Hein. Si vous mettez du liquide vaisselle vert, vous allez avoir votre sol qui va être vert. Donc,
Non, j'ai vu, hein, mais donc du coup, voilà. Donc du liquide vaisselle, quelques gouttes en fait. Hein, voilà, faut pas trop agiter non plus pour pas que ce soit mousseux. Et donc en fait, moi, je repasse tous les éléments que je viens de déposer avec ce liquide-là. Et alors là, c'est dommage, on ne pourra pas le faire parce que je suis justement, et on n'aura pas le temps d'attendre que ce soit sec, mais vous pouvez passer une deuxième couche à 24 heures pour être sûr de, voilà, de finir de coller tous les petits éléments. Et en fait, ça permet de fixer tous les éléments en place. Vous voyez, ça ne les déplace pas. Vous voyez, en fait, quand je le pose là, je ne sais pas si on va voir, je vais peut-être le tourner. Je voudrais qu'on voit que ça ne déplace pas les éléments, en fait. Vous voyez, les petits morceaux de briques, en fait, ils n'ont pas les petits éclats qu'on a mis en dernier, en fait, ils ne bougent pas de place, sauf si je les touche avec le pinceau. Mais ils restent en place. Enfin, oui, majoritairement, ils restent en place. Là, bien sûr, il a fallu qu'il y en ait un qui se barre. Et donc, vous faites ça sur l'ensemble de la zone que vous venez de traiter. Et alors, bien sûr, comme c'est très humide, ça va mettre un peu de temps à sécher, hein, mais au bout de quelques jours, vous renversez votre diorama. En général, vous n'avez que quelques morceaux qui s'en vont, des tout petits, des petits bris, mais c'est simple. Si vous le renversez et que vous avez une majorité de vos éléments qui se barrent, c'est que vous n'avez pas mis assez de colle. Donc, c'est pour ça que je vous dis, autant à 24 heures d'intervalle, repasser un petit coup. Voilà, je ne sais plus où je suis passé. Bref, vous faites ça sur l'ensemble du décor, sur l'ensemble des bris de plâtre. Là, on va le refaire ici. Et on voit que ça s'infiltre parfaitement, que ça ne déplace pas les éléments. La poussière est toujours en place. Donc voilà, et on avance petit à petit donc, sur ce décor. Bon, si on a oublié des zones, on peut toujours revenir une fois que c'est bien sec, on refait la même chose, on comble avec des morceaux plus petits, avec de la poussière de briques, de la poussière de plâtre à certains endroits pour faire disparaître en fait la base, qui est donc en pâte à joint de couleur noire ici. Si vous faites un environnement qui est majoritairement en béton, je ne sais pas, pour un diorama moderne, par exemple, sur un diorama au Moyen-Orient, par exemple, c'est d'actualité en ce moment. Donc, en fait, majoritairement avec des bâtiments en béton, vous avez le fond qui va être en enduit noir ou gris, ne va pas être gênant, en fait. Là, c'est vrai que notre ruine étant en briques et en pierre, on s'attend plutôt à avoir un fond plutôt dans les tons de poussière de briques. D'ailleurs, si vous avez l'occasion de croiser des maisons qui sont en ruine et qui sont en briques, vous apercevrez qu'en fait, la teinte générale de l'amas de l'éboulis et des ruines, en fait, c'est rose. C'est le mélange en fait du mortier et de la brique. Et c'est généralement dans les tons de rose plutôt que des tons de rouge brique, par exemple, ou des tons de gris pierre. Donc voilà. Voilà pour aujourd'hui. En fait, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Bien sûr, là, je vais continuer à la maison le reste de ce petit morceau-là en utilisant la même technique, en ajoutant les différents éléments d'architecture, donc notamment cette colonne. Alors, cette colonne, je vais l'ajouter avant de saupoudrer les différents éléments de façon à ce qu'elle soit intégrée dans les éboulements et qu'elle ne soit pas... parce qu'après, vous voyez bien que là, pour intégrer une pièce beaucoup plus grosse comme celle que j'ai mise au début, ce serait quasiment impossible, en fait. Donc voilà, là, on va s'arrêter parce qu'on a dépassé largement le temps imparti. Mais si vous avez des questions, n'hésitez pas, dites-moi. Ah oui, on va peut-être juste une petite aparté pour parler des traces des chenilles. Donc, simplement, quand j'ai fait cette partie-là, donc j'ai fait la même chose, c'est-à-dire que j'ai saupoudré mon mélange de briques et de plâtre concassé. J'ai évité de mettre des gros morceaux de maçonnerie parce qu'en fait, on ne va pas les voir et parce que ça risque de gêner l'emplacement du char. Et après, avec des morceaux de mousse, en fait, je suis venu balayer des morceaux de mousse qui étaient à la même distance et la même largeur que les chenilles
je suis venu balayer le sol pour enlever, justement, au départ, le sol était comme ici, là, entre les deux. Et donc, en fait, j'ai simplement enlevé cette partie en balayant avec des morceaux de mousse à la bonne largeur pour pouvoir mettre le char et pour l'intégrer dans les ruines de façon à ce qu'il soit le poids du char appuyant sur le sol. Le char n'est pas en train de flotter sur les briques et sur les pierres, hein, on est bien d'accord. Parce que même si les briques et les pierres sont solides, le char, quand même, il déplace pas mal de... Et il s'enfonce quand même. Donc là, j'ai vraiment créé des ornières plus profondes pour qu'on ait l'impression que le char est vraiment intégré dans le sol. Donc, voilà. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Sur le Patreon Trucmuche, ouais. voilà, des trucmuches, voilà, en fait, des chroniques du blindage, vous pouvez aussi en profiter et poser vos questions directement en ligne. Je répondrai. Dans le public, oui. Qu'est-ce que vous pensez de la litière à chat? Alors, la litière à chat, oui, je l'ai utilisée pendant longtemps. Et puis, bon, j'ai trouvé que le plâtre, c'était plus intéressant parce que je peux moduler la taille de mes débris. Que la litière à chat, en général, c'est un grain, un calibre spécifique, et c'est toujours le même. Bon, à part d'acheter plusieurs litières à chat qui auraient éventuellement, voilà. L'avantage aussi, c'est que sur les bris de plâtre, on peut arriver à faire des... Tout à l'heure, je disais, c'est pas la peine de le lisser, le plâtre. Mais si on s'amuse à le lisser, on peut faire des surfaces lisses, et donc qui peuvent ressembler à des pierres, et donc qui peuvent être intégrées plus facilement dans votre décor. Voilà. Donc, voilà pourquoi j'utilise plutôt du plâtre que de la litière. Après, c'est une question aussi de... Bon, ouais. Alors, ce que j'ai pas montré aussi tout à l'heure, c'est que j'ai intégré, là, notamment sur le diorama, des éléments cultuels, en fait, là, en l'occurrence, un Christ sur sa croix. Et ça, c'est des éléments, en fait, que j'ai puisés sur Internet, en fait, qui sont, en fait, des éléments qu'on trouve, des petits pendentifs, qu'on trouve à pas cher sur Internet. Il va y avoir aussi une petite Madone dans son cadre. Donc ça, c'est des éléments qu'on trouve facilement sur Internet pour pas cher. Et là, j'ai juste refait le cadre avec de la carte plastique. Donc voilà, il y a des différents éléments que j'ai choisi d'utiliser, que je vais disperser après dans le décor. D'autres questions ? Non, pas ici dans le public. Est-ce qu'éventuellement... Oui, nous avons des questions en ligne. Voilà. Alors, nos amis de Chronique du blindage en direct. Tu as parlé de la marque Juvela. Oui, tout à pour les fait. briques polonaises. Tout à fait. Donc, en fait, c'est une marque polonaise, me semble-t-il, à moins que je me trompe. C'est allemand? Ah, on me dit dans le public que c'est allemand. Alors, c'est peut-être danois. Non? Ouais, alors peut-être qu'il y a des boutiques allemandes qui font la marque, c'est possible. Mais c'est peut-être moi qui me trompe. Hein. Juvela, ça s'écrit J-U-W-E-E-L-A. Je me demande même si c'est pas néerlandais finalement, vu l'orthographe. Donc voilà, mais enfin vous tapez brique 1,35e Juvela, vous allez trouver ça sur Internet très facilement. Moi, je les ai commandés, alors je vous dirai plus sur quel site, parce que ça fait tellement longtemps que je les ai que... Oh, j'ai dû même acheter ça à Veldhoven sur un Squall Model Show il y a quelques années. Donc voilà, mais enfin bon, je pense que ça se vend chez différents fournisseurs, donc vous pouvez trouver ça facilement. D'autres questions ? Oui, tout à fait. Une autre question. Alors, merci. C'était une question de Pascal et Pascal te dit merci. C'est gentil. Une référence particulière à recommander pour la mousse de polystyrène extrudée? Alors non, j'ai pas de... D'abord parce que vous n'allez pas trouver celle que je vais vous dire. À un moment, je disais, il faut de la BASF verte, parce que c'est ce que j'utilise. Mais il existe de la BASF, il existe de la ICO, il existe différentes marques. Donc, en fait, non, il n'y a pas de marque spécifique. Vous allez chez Monsieur Bricolage, chez Casto, chez Leroy Merlin, vous allez dans la cour des matériaux, vous allez vers les isolants, vous allez avoir les plaques de plâtre de BA13, et à côté de ça, vous allez avoir les rouleaux de laine de verre, et entre les deux, en général, vous avez ces isolants qui sont des grandes plaques. Alors, à ne pas confondre avec les plaques de PIR, de polyuréthane, qui sont plus cassants. On peut les utiliser aussi, mais ça coûte plus cher. Donc, autant utiliser, là, en l'occurrence, c'est du polystyrène extrudé. Mais bien sûr, quand vous allez chez Castou ou chez Leroy Merlin, vous lui demandez « je veux du polystyrène extrudé », ils vous regardent avec des grands yeux et ils ne savent pas quoi vous répondre. Donc, en fait,
cours des matériaux, isolation. C'est des grandes plaques qui font 1,20 m sur 60. Ça commence en général à 2 cm d'épaisseur et ça va jusqu'à 8, 10, 12 cm d'épaisseur. Donc après, suivant ce que vous voulez faire, si vous avez l'idéal pour les découper, notamment en grandes épaisseurs, c'est d'avoir une découpeuse à fil chaud que j'avais présenté l'année dernière dans le précédent épisode concernant ce diorama, donc qui est très utile pour notamment couper les grosses épaisseurs, parce qu'au cutter, c'est quand même, voilà, plus on monte dans les épaisseurs et plus c'est compliqué. Donc voilà. Mais il n'y a pas de marque particulière pour la mousse. Et une autre question qui était intervenue en cours au tout début en fait, de ta démonstration. Oui. Lorsque tu crées tes contrastes sur tes pierres, Oui. la question était, en gros, ce sont des filtres. Oui, c'est ça. En fait, on agit avec de la peinture qui est très diluée et qui est étalée en quelque sorte comme un filtre. En fait, on pourrait même dire que après, on peut repasser un filtre. Je te parlais tout à l'heure de teinter les pierres, par exemple, si on voulait qu'elles soient un peu plus chaudes. Voilà, je vais remettre dans le cas de la caméra. Et en fait, voilà, c'est à l'image d'un filtre, en fait. Mais comme vous l'avez vu, notamment sur les bords les plus clairs et ceux les plus foncés, on augmente la quantité de peinture. Donc, est-ce qu'on peut appeler encore ça un filtre ? En général, quand on parle de filtre, on parle d'une peinture très diluée, très translucide, qui agit juste pour colorer légèrement la pierre. En général, moi, j'utilise plutôt une peinture voilà, à moitié diluée et je joue sur le corps du pinceau. En fait, suivant comment on l'incline par rapport à la surface, on arrive à avoir la pointe du pinceau qui est plus chargée en pigment, donc qui va être plus sombre, et celle qui est moins chargée, donc l'arrière du corps du pinceau, qui va être plus chargé d'eau et donc plus diluée, avec de la peinture plus diluée. Je vais rapidement le refaire ici. Je reprends ma petite palette. Donc, là, j'ai mouillé mon pinceau. Je vais juste me prendre un morceau de sopalin pour éponger un petit peu tout à l'heure. Donc, hop, je vais faire un peu de place. Donc, j'ai mouillé mon pinceau. J'enlève un peu d'eau. Je prends de la peinture. Je l'étale sur ma palette. Voilà. Donc, si je prends mon pinceau, en fait, si je le passe comme ça à plat, on voit déjà qu'il y a un dégradé. Vous voyez que en fait, cette partie-là est plus claire que celle-ci. Parce qu'en fait, la pointe de mon pinceau a plus de peinture que l'arrière du corps de mon pinceau. Donc, en fait, ça, quand vous le passez à plat, c'est-à-dire que votre pinceau, je vais essayer de le montrer comme ça, voilà. Votre pinceau, en fait, il est à plat sur le support, en fait. Donc, bon, forcément, là, on voit, c'est les traces des poils des pinceaux. Je n'ai pas forcément pris le pinceau le plus parlant, mais voilà. Donc, en fait, hop, on efface. Et en fait, en passant à plusieurs épaisseurs et en montant, voilà. Bon, après, là, je fais ça vite, donc il y a des traces, mais on arrive à faire un dégradé assez facilement, en fait. Enfin, assez facilement. Il faut s'entraîner, hein. C'est pas, si vous n'avez jamais fait ça, vous allez voilà, prendre quelques heures pour y arriver. Mais vous voyez, voilà, on passe une deuxième couche. On peut passer autant de couches qu'on veut. On peut l'assombrir davantage, c'est-à-dire que là, je vais prendre carrément du noir. Donc, on voit bien là que c'est plus un filtre, que c'est carrément de la peinture. Mais si j'applique le corps du pinceau sur, on voit que la partie qui est appuyée en haut, enfin en haut du corps du pinceau, il n'y a pas de couleur en fait. La couleur, elle est vraiment sur la pointe. Donc en fait, il faut jouer sur le corps du pinceau pour arriver à faire ce dégradé-là. Ou plus simple, si vous êtes un adepte de l'aérographe, ça va encore plus vite de le faire à l'aéro, hein. L'aéro, vous prenez votre teinte, vous la passez plusieurs fois en haut et moins de fois en bas. Enfin, plutôt l'inverse, plusieurs fois en bas et moins de fois en haut. Ça, c'est à chacun de trouver sa méthode pour que ce soit le plus... Donc là, je le fais avec... voilà, là, on voit bien qu'il y a de la peinture sur le bas du pinceau. Et là, je vous fais un dégradé comme ça. Voilà. Et je peux l'effacer en redescendant.
parce que le haut du pinceau, le corps du pinceau, la partie supérieure est chargée d'eau. Donc, en fait, ça dilue la peinture. Voilà, voilà. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions, cher maître. Nos amis de Patreon n'ont plus de questions. Nos amis en ligne, les membres du Patreon n'ont plus de questions. Dans le public, pas plus de questions. Merci pour cette démo. Voilà. Ben, merci à vous. Et n'oubliez pas que l'an prochain, à la même place, on fait la peinture du Mark IV. Donc, voilà, ça sera intéressant de voir la suite. Et donc, vous verrez la mise en peinture du char. Et on utilisera peut-être un peu d'aérographe. Peut-être. Merci à vous. J'essaierai de venir, c'est ma voiture est réparée. J'essaierai de venir, mais je ferai attention en rentrant. Ouais, voilà. Je mettrai des skis. J'arriverai pas à fond de balle. On était toujours du coup en live pour cette dernière remarque. Merci. Vas-y, je vais te déséquiper. Vas-y. Vas-y. Non, mais ça- T'es prêt à utiliser les mains? C'est moi qui ai mis les mains. Qui a mis les mains? Il y a un aimant derrière. Non, non, j'ai pas. C'est Non toi qui as mis les mots. Oui. Ah, c'est moi. Donc tu veux que je le retire? Je veux bien que tu ailles le retirer, ouais. D'accord. S'il te plaît. Vas-y. Tes lunettes. Non, mais je n'ai pas besoin de mes lunettes. Je fais ça en aveugle. Voilà. Merci. Hop. Et du coup, demain, il y aura Nico à 10h. Oui, à 10h, ne manquez Eh pas. oui. C'est 10h demain matin pour la suite. Du À 1/70e. demain. Bonsoir.